Moi, je voulais intervenir sur l'origine de la raison pour laquelle on est ici, c'est-à-dire l'œuvre de M. Girard. Alors, c'est rigolo parce que ce matin, je parlais justement avec un des éminents conférenciers d'hier et je lui disais, le concept de Girard, ça marche parfaitement avec ce qu'on appelle l'art classique, mais par contre, je ne vois pas comment ça peut fonctionner avec l'art conceptuel. Et je lui donnais l'exemple de, ce qui est rigolo parce que c'est revenu après ici, l'exemple de Marcel Duchamp. Je lui disais, bon, c'est un concept, comment on peut s'approprier un concept? Je veux dire, un concept, ça se partage, ou ça se rejette, mais je veux dire, l'appropriation, je ne pense pas que ça soit possible. Donc, toute cette théorie sur le mimétisme, à mon avis, ça fonctionne que sur une certaine partie de la création, mais pas sur tout. Et moi, je pense particulièrement au digital, parce qu'avec le digital, on arrive, si vous voulez, à une conception différente, à une appréhension différente de la réalité, et en particulier de la réalité économique. C'est qu'on va de plus en plus vers une société où la propriété se dilue de plus en plus, et de plus en plus difficile à appréhender. Mais par contre, ce qui prévaut maintenant, alors je l'avais mis sur un article que j'avais écrit dans la revue Expert, mais je crois que c'est passé un petit peu inaperçu. C'est-à-dire qu'on est plus maintenant dans une société où l'usage prévaut sur la propriété. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir dans notre vie courante, il y a de plus en plus de gens qui louent, par exemple, des objets pour leur usage personnel, et de moins en moins de gens qui achètent. Bon, moi, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai plus de voiture depuis, par exemple, 10 ans. Mais par contre, je loue des voitures en autopartage. Et c'est un phénomène qui a tendance à s'accentuer. Voilà, donc je voulais, si on peut ouvrir le débat là-dessus, ça serait intéressant d'avoir les avis de chacun. C'est censé être une table ronde, donc j'imagine qu'on peut élargir le cercle. Pierre ? Non, je parlais pas je disais cet aspect de l'article. Oui, alors juste pour un petit mot pour ceux, on a la chance d'avoir parmi nous Pierre Sepi, qui est le rédacteur en chef de la revue Expert, qui est une revue qui est éditée par ses soins et qui effectivement publie des articles d'experts sur des sujets divers. Vas-y Pierre, prends. Alors moi justement j'ai fait une recherche un petit peu des articles qui ont été publiés dans la revue Expert depuis déjà quelques temps. Alors je vais vous citer les titres et les auteurs, hein. Bon, bien que j'ai le résumé, mais enfin bon, j'ai vu que faire un résumé c'est très compliqué. Ouais. Bon, surtout que ce n'est pas vraiment un résumé que tu nous as fait. Non, là, alors sans être exhaustif, bon, concernant Gilles Perrault, que vous connaissez certainement, a écrit un article sur la valeur des œuvres et objets d'art de qualité exceptionnelle. Alors malheureusement, je n'ai pas les numéros qui sont dans lesquels ces articles sont publiés, ce qui vous obligera finalement de lire les 160 revues. Alors, avec un mot-clé, vous arriverez à trouver l'article. Il suffit de mettre le nom de l'auteur et puis vous avez les articles qui sont concernés. Alors, Gilles Perrault a écrit un article également sur la copie à la contrefaçon. C'est un article extrêmement intéressant aussi également. Et puis, décidément, il est prolixe, ce Gilles Perrault, puisqu'il a écrit 2 autres articles, dont l'un s'appelle « Sculptures en plâtre, lesquelles valent leur pesant d'or » et un autre, « La découverte des nouvelles œuvres de Van Gogh ». Alors, Yves, tu as écrit un article qui s'appelle « Musique en ligne et droit d'auteur, la nouvelle donne ». Alors, je me permettrai quand même de rappeler le résumé de cet article, parce que tu es présent, et donc ça va te faire honneur. Chaque révolution technologique entraîne une nouvelle distribution des cartes parmi les acteurs du milieu qu'elle touche. Ceux qui ne s'adaptent pas dépérissent et meurent, pendant que de nouveaux acteurs plus réactifs et visionnaires apparaissent et les remplacent.
Alors, un article de Bernard Musso qui s'intitulait « De l'administration de la preuve à l'intime conviction ». Et j'en ai encore quelques-uns, si vous avez la patience de m'entendre et de m'écouter plutôt. Je reprends mes petites notes. De Christine Navarro, l'expertise des écritures et des signatures manuscrites dans le processus d'authentification des œuvres d'art. Un article de Hubert Bitan intitulé « Protection sur l'Internet de l'information comme bien matériel ». Un article de Myriam Kemener, qui était dans le programme, je crois, qui est donc avocat général à la Cour d'appel, qui s'intitule « Le numérique et l'art, protection ou danger ». Et je crois que j'avais fait paraître cet article-là suite à la biennale précédente. Un article de Georges Jousse, « Pratique de la photo numérique en expertise judiciaire ». Un article de Alain Buquet, une aide à l'expert, photographie et imagerie numérique, les technologies nouvelles, la photographie sur ordinateur. Ensuite, un autre article, une aide à l'expert, alors toujours pareil du même auteur, une aide à l'expert, photographie et imagerie numérique, capture d'images par numérisation. Un article de Hélène Golombé, l'information sur le droit applicable, obligation ou précaution d'informer. Alors vous voyez que la revue Expert a effectivement collectionné tout un ensemble d'articles, et je vous invite bien évidemment à en prendre connaissance si ça n'a pas déjà été fait. Voilà, merci de votre attention. Moi j'avais une seule chose peut-être à préciser sur, on a parlé du mimétisme dans l'art, mais peut-être qu'il faudrait aussi parler, ça marche là, ouais. Le mimétisme dans la société. On n'en a pas parlé, mais voilà, je fais un simple parallèle. Après tout, c'est une table ouverte, c'est libre. Quand vous allez dans certains milieux socio-professionnels, force est de constater que les gens, ils sont soit tous habillés pareil, soit les mêmes stylos, soit les mêmes façons de fonctionner. Et il y a une sorte de mimétisme qui se font entre eux sur leur tenue, leur fonction, leurs vêtements, leurs attitudes, leurs propos. Et c'est assez singulier, c'est-à-dire que l'animal, le mimétisme au début, c'est certains animaux pour se défendre vont se changer en feuilles, ou je ne sais plus quelle est la miel qui fait ça, pour simplement une simple défense. Et l'être humain a transformé ce mimétisme pour appartenir, j'ai l'impression, à un groupe socio-culturel, et pareil, se fondre dans le groupe et faire en sorte que ça forme une seule unité. En matière d'art, malgré tout, le mimétisme, je me demande s'il n'y a pas un aspect animal, puisque comme quand j'étais en fac, mon prof de philo disait l'homme est avant toute chose un animal, qui, à la différence de la bête, a été doué de la parole. Et donc, je me demande si dans l'art, effectivement, le mimétisme n'obéit pas à ce sentiment un peu animal, qui est de reproduire pour essayer de faire partie d'un groupe socio-culturel. Ouais, c'est juste une ouverture que je fais. Pour revenir au thème qui a été celui de René Girard, je me souviens de quelques expertises où j'étais intervenu. D'abord, au niveau du plagiat, je voudrais dire que sur des plagiats de scénarios ou des plagiats de films, j'ai jamais vu les affaires aboutir, parce que les juges se focalisent sur du formalisme extrêmement primaire, c'est-à-dire l'identité des mots dans des phrases de scénario. Et même dans ces cas-là, ça aboutissait pas parce qu'il y avait des biais formels, alors que l'intention et le plagiat au niveau de la création de l'idée étaient manifestes. Au niveau formel, ils n'arrivaient pas à trouver de preuves suffisantes pour condamner, et ces affaires n'ont jamais abouti. Et puis pour revenir à René Girard dans le triangle qui était bien cité hier, je voudrais simplement citer une expertise où un scientifique vulgarisateur, vulcanologue, qui n'est pas celui qu'on connaît, mais qui était un type assez médiocre, qui faisait des conférences du monde et qui allait filmer avec
un assistant qui petit à petit était devenu caméraman, mais était sous influence de son maître et qui un jour, au bout de 10 ou 15 ans de films quelconques projetés dans ses conférences du monde, a découvert qu'il était caméraman et l'autre ne l'avait jamais payé. Et donc s'en est suivi un procès où j'ai eu 2 interlocuteurs de bonne foi tous les deux, sincères tous les deux, à peu près honnêtes tous les deux, mais qui se sont haïs follement parce qu'ils étaient tous les deux de bonne foi, et on avait complètement oublié le thème de la bagarre. Et là, on était dans l'illustration absolue du basculement dans la haine, de l'admiré et de l'admirateur, et de l'oubli de l'objet. Et j'ai été très stupéfait justement par le fait que la haine naissait de la bonne foi partagée. Ils étaient tous les deux de bonne foi, donc ils ne pouvaient que se haïr d'être en conflit. D'autres interventions? Si quelqu'un veut prendre la parole, vous allez... Merci. Merci. Je vous réponds puisqu'on en a parlé justement en marchant tout à l'heure. Oui, puis en fait, on s'est interrompu parce on s'est interrompu. On est arrivé à... Alors, en fait, il y a 2 aspects dans votre remarque, au moins. Je pense que la première conférence qu'on a entendue ce matin montre que l'art conceptuel peut très bien faire l'objet d'appropriation. Il n'y a aucun problème. Puisque l'appropriation, et ça c'est un truc que j'ai essayé de dire hier, c'est en fait, dès qu'on passe le niveau de prendre là, ce que je tiens dans ma main, que je m'approprie, l'appropriation est un geste légal, c'est un geste complexe qui suppose une structure sociale, et ce qu'on peut et ce dont on ne peut pas s'approprier, finalement, dépend de cette structure. Premièrement, plutôt que de l'objet lui-même. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, que nous sommes une société où l'usage a pris une place beaucoup plus grande qu'il n'y a que 10 ou 15 ans. Et que ça, c'est une transformation fondamentale. Mais cet usage-là n'empêche pas... Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a... Là où il y a usage, il n'y a pas appropriation, ça va bien. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'il y ait mimétisme. Et par exemple, le développement sur YouTube de tous ces posts sur YouTube, c'est aussi du mimétisme de gens qui ont compris ce qui était le fait que de distribuer était une source de revenus extraordinaire parce qu'on ne vendait rien, mais on vendait des images et on vendait des vues. C'est-à-dire le nombre de gens qui nous regardaient nous rapportait indirectement des revenus. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils imitaient Google. Tout simplement. Oui. Moi je suis d'accord avec vous, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut s'approprier un concept. On peut s'approprier la matérialisation du concept, mais on ne peut pas s'approprier un concept. Ou on est d'accord avec ce concept, ou on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas se l'approprier. Non, si vous êtes mais le mimétisme suppose justement une appropriation. Non, le mimétisme ne suppose pas une appropriation, mais le mimétisme d'appropriation est une forme de mimétisme, et effectivement, on ne peut s'approprier que ce sont des objets qu'il est possible de s'approprier. Un concept, on peut l'utiliser, on peut le reprendre, mais on ne se l'approprie pas au sens propre. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que le concept, c'est du domaine des idées, et les idées ne sont pas protégeables. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais après, pour revenir sur la propriété, c'est vrai qu'on dit que le droit d'auteur, c'est le berceau en France. La France est le berceau du droit d'auteur. C'est aussi parce que quand on regarde le Code civil, la plupart des articles du Code civil, c'est le droit de la propriété. Je veux dire, faut le reconnaître, c'est typiquement français parce qu'on a cet instinct d'appropriation qui nous tient au corps, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Et pour autant, alors là, je vais mettre à mal le principe de la rémunération proportionnelle. J'ai connu des compositeurs, et pas des moindres. Il s'agit de Maurice Jarre, qui est parti aux États-Unis parce que, comme il disait, en France, effectivement, j'avais des revenus proportionnels à mes recettes, mais j'étais pas certain d'avoir ces revenus. Alors qu'aux États-Unis, ils vous donnent une somme forfaitaire de X euros, qui est en général, quand vous êtes connu, relativement conséquent. Et au moins, j'avais touché cette somme et j'étais pas déçu de l'exploitation. Je m'occupe des droits de Michel Legrand, c'est exactement pareil. L'exploitation des œuvres de Michel Legrand aux États-Unis,
si on compare avec celle qui existe en France, il touche bien plus de rémunération aux États-Unis avec le principe forfaitaire qu'en France. Donc on a toujours eu cette tendance à dire ah oui mais l'auteur en France est protégé parce qu'il est associé à son exploitation sur l'œuvre, alors qu'aux États-Unis c'est un achat forfaitaire, on considère l'œuvre comme étant un bien marchand et après l'auteur en est dépossédé. Il n'en demeure pas moins que quand on achète aux États-Unis l'œuvre, d'abord il touche son argent tout de suite, alors qu'en France il le touche après. Non mais c'est économiquement. Alors je devrais pas le dire parce que je vis en France et je défends théoriquement le droit d'auteur français, mais force est de constater que voilà la pratique anglo-saxonne, surtout à l'heure actuelle où si vous voulez le gros problème c'est que les recettes classiques qu'on pouvait connaître, recettes billetterie ou une chose comme ça, avec l'apparition de l'Internet deviennent de plus en plus diluées et surtout on les maîtrise pas. Je veux dire, c'est là toute la difficulté. C'est que jusqu'à présent, avec le système d'appropriation qui existe en droit civil, on arrivait toujours à pouvoir cerner la recette. C'est-à-dire que quand on est passé effectivement, je vais prendre le cas de la musique, spectacle vivant au phonogramme, on a réussi, on a rattrapé le coup et on a réussi à effectivement cerner les recettes. Mais avec Internet, avec YouTube utile, c'est tellement, on n'arrive pas du tout. Et ce que peuvent, et donc à partir de ce moment-là, c'est pour ça que moi je suis le premier à le dire, il faut aussi savoir changer de façon de percevoir. Moi maintenant, dans bien des cas, quand je fais des contrats pour des auteurs, je suis le premier à mettre en place des systèmes de rémunération forfaitaire parce que je me dis, voilà, un tu l'as, vaut mieux que deux tu l'auras, mais en plus de ça, l'auteur est payé immédiatement, on va dire, à la commande, et je veux dire, l'obtention des recettes est tellement compliquée que ça devient contre-productif pour lui. Oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Je pense que le système sait très bien se défendre. Enfin, je parle surtout au niveau économique, parce que c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, qu'on arrive de plus en plus à une société de l'usage plutôt que de la propriété. Le problème, c'est que si on est vraiment une société uniquement de l'usage, je veux dire, c'est très difficile de faire fonctionner une économie là-dessus, uniquement là-dessus. Donc le système a généré des défenses, si j'ose dire, par exemple le blockchain. Parce que le blockchain, ça permet justement de revenir à la propriété, à une propriété qui n'est plus discutable. Parce qu'elle est tellement vérifiable à la base qu'on ne peut plus la contester. Contrairement à la propriété, je veux dire à l'idée de propriété actuelle, où cette propriété peut toujours être contestée d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau des droits d'auteur, que ce soit même au niveau de la propriété matérielle. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de conflits qui naissent justement de la contestation de la propriété. Avec le blockchain, ce sera plus possible. On a encore un peu de temps pour la discussion, Serge, ou je te vois. Le blockchain, c'est un système. Pardon ? La question du droit d'auteur et de la mise publique d'œuvres, elle est particulièrement intéressante dans le cas des livres de photographie. On parlait de reproduction. Les livres de photographie ont ceci de particulier, c'est que une majorité des livres de photographie ont été publiés à parfois 1000, parfois 2000, parfois 3000 exemplaires dans les années 60, 70, 80. La photographie étant devenue importante et analysée dans les musées. Moi, j'étais conservateur de musée de la photographie. On s'aperçoit qu'une grande partie de l'histoire de la photographie, elle est dans ces livres. Parce que il y a des textes qui historisent la chose, mais il y a surtout toutes les images qui sont parfaitement inaccessibles ailleurs, parce que ces images ne sont pas ni dans les musées, ni dans des banques de données avant le numérique. Et j'ai toujours été passionné par le livre de photographie, et dans le musée dont j'étais conservateur, on s'est retrouvé avec une bibliothèque, environ 30 000 ouvrages. Et comme j'ai monté beaucoup d'expositions, fait beaucoup de recherches aussi à l'université, je me suis aperçu la difficulté qu'il y a de trouver un certain nombre de livres
qui ne sont pas forcément des livres exceptionnels, mais qui sont indispensables à la connaissance, si on veut, ou la maîtrise de l'histoire de la photographie. Et alors là, j'ai monté un projet dans le musée dans lequel j'étais conservateur, contre l'avis effarouché des avocats de l'État. C'est un musée d'État, mais c'est un musée, la Suisse est très libérale, donc on a quand même beaucoup de marge. Et le musée dont j'étais conservateur, on a acheté une machine. On a acheté une machine hyper performante, extrêmement chère, heureusement on nous l'a offerte, et on a commencé à scanner. C'est une machine qui scanne des livres à très très grande vitesse. Vous mettez le livre dedans, et même des livres rares, c'est pris avec un système absolument extraordinaire, et on a commencé à scanner des livres. Alors on a commencé par scanner tous les livres dont on était certain qu'ils étaient dans le domaine public. Et il y a des bases de données. Alors c'est très compliqué, c'est très cher, parce qu'il y a beaucoup de technologie derrière. Et on a commencé à arriver aux livres qui ont en fait des éditeurs qui ont complètement disparu il y a 20 ou 30 ans, parce que dans l'édition de leurs livres de photographie, ça passe très très vite. Et je me suis aperçu qu'il était assez extraordinaire de pouvoir mettre ces livres en ligne, en fait, et que les photographes, souvent des photographes très âgés, quand je les contactais, ils me disaient « mais c'est génial, mon travail est perdu, mettez-le ». Puis je dis « oui, alors l'éditeur, vous le connaissez, puis on n'arrive pas à les retrouver ». Donc on a décidé de mettre tout ça en ligne. Bon, il y a à peu près 20 000 ou 25 000 actuellement. Non, peut-être pas autant, mais on devrait arriver à 20 ou 25 000. Pour vraiment la question de la connaissance. Il n'y a aucun enjeu économique parce que ces livres ne peuvent plus être vendus, à part des livres rares. Par contre, donner accès, et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la valeur d'usage du numérique, donner accès d'un côté scientifique et même du plaisir à des choses qui ont disparu, mais pour des raisons qui tiennent à un droit qui est parfois obsolète dans la situation qui existe. Et je voudrais citer cet exemple parce que je trouvais que c'était un bon exemple où il fallait aussi avoir le courage de faire quelque chose qui est en partie illégal actuellement dans la loi sur la propriété. Là, ce que tu viens de dire, ça rejoint un autre problème. C'est la mémoire des œuvres. Le spectacle vivant, c'est aussi la danse, et en matière de danse se pose un gros problème de la mémoire des œuvres. C'est-à-dire que effectivement, il y a un système de notation. C'est-à-dire que quand un chorégraphe crée une chorégraphie, vous avez un système de notation qui est d'ailleurs français. La danse en cocorico, je veux dire, toutes les notations au niveau international, c'est en français. Et donc, il y a un système de notation pour pouvoir rejouer les ballets, les danses. Et le problème, c'est qu'il y a peu de chorégraphes qui ont forcément des notateurs à côté d'eux, et donc c'est historiquement les répétiteurs qui peuvent reproduire. Mais malheureusement, quand le chorégraphe décède et le répétiteur aussi décède, eh bien, les œuvres chorégraphiques tombent dans l'oubli, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un très gros problème. Et à l'époque, j'avais étudié quand j'étais en poste à la SACD, et c'est vrai que la mémoire, et je dois avouer, le numérique là-dessus peut justement nous aider, parce que c'est vrai que la mémoire des œuvres de ce fait-là est figée et beaucoup plus vaste et beaucoup plus important. Je suis vraiment très frustré de ne pas pouvoir faire écho à tout ce que vous avez dit sur le thème de l'imitation, de l'appropriation, et d'autant qu'on est un peu pressé. Je vais tenter de vous montrer, j'ai demandé à Lucas de m'assister. Donc n'hésite pas à me couper pour me dire j'ai envie d'ajouter des choses. Je vais vous montrer quelques travaux d'étudiants qui ont été faits en 3e année, en 4e et en 5e année en première année de master, en 2e année de master. En fait, il y a un paradoxe dans une formation universitaire en arts plastiques, c'est qu'on est une université et en même temps on enseigne les arts plastiques. Donc en fait le paradoxe, c'est que quand vous êtes à l'université, vous devez entrer dans le moule universitaire, apprendre à structurer les choses, à entrer dans un moule. Et en fait le paradoxe, c'est d'entrer dans le moule et en même temps de faire des arts plastiques et donc de développer votre individualité. Et donc le paradoxe, c'est d'entrer dans le moule et en même temps développer votre individualité, ce qui n'est pas si simple. Alors ce qui est d'autant plus difficile dans le cas présent, c'est que
le sujet qui a été donné par Serge à travailler par les étudiants, ça s'appelait photo brute. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que, donnant ce sujet à des étudiants, les étudiants se réfléchissent tellement pour répondre à un sujet qui était tellement évident et qui forçait à se libérer, la photographie brute. Eh bien, elle a été énormément pensée et finalement, il faut chercher la brutalité dans certaines œuvres. Ici, je commence... Alors, les travaux que je vais vous montrer, ils ne sont en aucun cas rangés. J'ai fait une sélection, mais je n'ai rien rangé parce que ce sont les étudiants qui font les expositions, et donc ce n'est pas à moi de donner mon regard et de dire « faut mettre ceci à côté de cela ». C'est donc, ça sera donc à Lucas qui viendra l'année prochaine avec 2 autres étudiantes, Salomé et Margot, qui sera en charge d'assister Serge. Je vous montre quelques images pour vous montrer un petit peu comment les étudiantes, en 3e année, les étudiants pouvaient travailler à 2, voire 3 personnes. Donc ce qui est important, c'est de faire travailler les étudiantes et les étudiants ensemble pour qu'ils construisent leur discours et qu'ils puissent présenter leur travail et s'entraider pour construire leur discours. Ici, Nina et Zélia ont fait des photographies qui, finalement, ont été étonnantes parce que je n'avais jamais vu d'images imprimées sur du papier carbone. En fait, quand on parle d'originaux ou de manuscrits originaux, le collectionneur d'autographes ou le collectionneur de manuscrits aime l'écriture originale sur un papier original. Dès qu'on commence à voir un tapuscrit, et d'autant plus un tapuscrit qui a été fait avec du papier carbone, on a l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve, et on a quelque chose qui est moins original. Ici, le papier carbone, qui est un support qui pourrait être utilisé par une administration. Vous voyez, vous vous souvenez, si vous avez connu ça, des copies de lettres dactylographiées sur papier carbone qui ont des lettres grasses et bleues. Ici, le papier carbone a été utilisé par les étudiants comme un support de photographie, un support de négatif, et on s'attend à ce que ça puisse donner et être utilisé comme des négatifs et donc donner des épreuves positives. Et finalement, ce qui est brut dans ce travail, c'est surtout les étudiantes ont fait poser leurs frères, leurs sœurs avec des draps sur la tête. Ici, c'est sur papier carbone bleu, et on voit que c'est un fantôme avec une lampe, avec une chandelle. Et en fait, on ne sait si c'est la chandelle éclairée qui fait la lumière de cette image. Et finalement, on ne sait pas si c'est fantomatique, mais en tout cas, on est entre quelque chose qui est du grotesque, quelque chose qui est un peu brut par le sujet, par le côté un peu burlesque de cette personne qui pose, qui a une main et qui n'est donc pas un fantôme. Mais il y a une traduction dans ce sujet où on fait poser quelqu'un avec un seau sur la tête et un drap, une photographie un peu brute par le sujet, par la mise en scène, et qui finalement est assez élégant, voire délicate, par le support et par la couleur. Alors je dis par la couleur, vous voyez ici, une fois j'achète un ambrotype, un autochrome, qui a été faite une nuit d'éclipse. Et j'étais très étonné d'acquérir une autochrome, donc les premiers procédés couleurs, et que la lumière d'une éclipse était un peu vert-bleu. Et c'était très étrange parce que c'était une lumière un peu métaphysique, métaphysique. Et vous avez ici une lumière un peu bleue, comme si on était avec une photographie prise lors d'une éclipse. Je vais passer, puisqu'on a très peu de temps, n'hésite pas Lucas, si... Oui, je vous montre ici. Excusez-moi monsieur.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Lucas Van Elstrade, je suis donc l'étudiant de Monsieur Devigne. Merci de m'avoir laissé la chance de pouvoir m'exprimer ici aujourd'hui et devant des personnes aussi impressionnantes pour le jeune étudiant que je suis. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Merci encore. Oui, ce que je voulais rajouter à propos du travail que nous venons de voir, comme vous l'avez dit, il y a quelque chose d'assez délicat dans l'emploi du papier carbone. Et en même temps, le papier carbone, ça ramène dans l'étymologie à quelque chose de charbonneux, donc quelque chose de salissant et de très brut par essence, je trouve. Malgré, en fait, il y a un entre-deux assez subtil entre la douceur du papier carbone en lui-même, mais ses origines charbonneuses qui, elle, est par opposition assez terre-à-terre et très brute par essence. On a dans la photographie cette question du fossile, de la fossilisation et de la momification dans une photographie. Et je te rejoins sur cela. Ici, le travail d'Eva et de Coralie, c'est très étrange parce que ce travail a été fait bien avant qu'on ait vent de l'exposition qui, en hommage à Vassili Kandinsky et à Kandinsky. Et en fait, ici, vous avez une photographie qui a été faite dans l'eau et qui a été accrochée. Vous voyez ce portrait qui est accroché dans un coin de mur et qui, les étudiantes ont fait un hommage à l'inventeur du photomaton. Alors, quand vous allez faire une photographie dans un photomaton, vous allez dans une gare, vous tirez le rideau, et puis vos images vous plaisent une fois sur 10. Vous avez la lumière qui vous écrase le visage et qui vous pétrifie. Aujourd'hui, vous pouvez changer la pose et puis refaire beaucoup de fois votre pose sans être automatiquement satisfait. Et ici, donc, vous avez un travail à partir d'images anciennes parce que, en fait, quand on a proposé ce sujet photo brute, je suis arrivé avec un caddie rempli de photographies anciennes, mais des photographies anonymes, des photographies d'albums de famille on trouve ça dans les marchés aux puces, les gens les jettent des fois dans les poubelles et donc on les ramasse et on en a plusieurs milliers, on les donne aux étudiants, les étudiants peuvent s'en servir. Ici, ils avaient plongé un portrait dans l'eau et ils ont photographié ce portrait dans l'eau et il y a un titre assez original, s'appelle « Eau trouble ne fait pas miroir ». Et cet objet, cet hommage au créateur, je crois que c'est Anatole Josepho, l'inventeur du photomaton. Et ce portrait, qui a donc été fait dans l'eau par reflet, a été installé au coin d'un mur, un peu comme Kandinsky a placé, comme Malevich a placé ses premières abstractions, comme les icônes étaient placées dans les coins des maisons russes. Les icônes étaient placées dans le bon coin, dans un coin de pièce, et non pas sur un mur un plan. Et donc vous avez une relation à une imagerie, un hommage à une photographie qui est plutôt administrative, qui est plutôt à faire des cartes d'identité un peu brutes, votre personnalité brute, où on vous dit de ne pas sourire, on ne va pas développer là-dessus, mais vous voyez la photographie administrative, ce qu'est la photographie administrative, par rapport à la photographie ou à ce que vous aimeriez qu'on voit de vous-même. Cet hommage et cette photographie dans l'eau et ce trouble de l'eau, avec « Eau trouble ne fait pas miroir », on pense à Narcisse, et vous avez quelque chose qui est troublant, qui est brutal par le fait qu'on a une vision un peu un hommage à ces images brutes que sont les photomatons, et une perspective, une réponse assez inattendue dans l'endroit où est exposée cette œuvre. Je suis beaucoup trop long, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, on a beaucoup de choses à vous montrer. N'hésite pas, Lucas. Hein. Je vous montre très rapidement un travail de Perrine et Canaël
qui ont fait quelque chose de très attendrissant. C'est une sorte de théâtre. Alors je vous montre le papier, l'encart, le flyer qui était pour présenter ce travail. Je ne vais pas me développer cette question de l'état de flow qui fait le titre de cette œuvre, mais vous avez, alors je vais essayer de vous la... C'est une vidéoprojection avec 4 écrans, et ces 4 écrans, à l'intérieur, vous avez des images qui bougent et qui sont comme une sorte de mise en scène théâtrale. Et en fait, vous savez, quand on produit quelque chose, quand on fait une peinture ou quand on fait une œuvre, il y a parfois et souvent un rapport au corps, un rapport à la projection du corps. Et il y a des personnes qui font des tableaux qui font 4 mètres sur 6, il y a des personnes qui font des tableaux de 10 cm sur 10. Et ici, c'est fait sous une lampe de bureau. Et vous avez des travaux d'étudiants où on s'est fait sur un bureau avec des toutes petites images, des ressorts, des choses qui tournent, et puis des élastiques, et puis des moteurs à modèle réduit, et des petites choses qui deviennent un petit théâtre qui, une fois agrandi et une fois projeté, devient quelque chose de troublant parce qu'on change de format, et c'est installé, et il y a surtout une musique touchante qui freine votre rapport au monde par la lenteur et par les sons, et qui vous amène à penser la vie autrement. C'est plus métro, boulot, dodo, on est dans des parenthèses qui sont ouvertes, et c'est touchant, c'est calme, et on se dit que la vie est belle. Et alors, ça c'est encore un paradoxe. Justine, Camille et Maxime ont travaillé sur le sujet de photos brutes. Alors vous imaginez que si on vous donne photo brute, finalement, je prends une photographie, je la fais comme ça, je vais avoir une photo brute puisque je n'aurais pas cherché à composer. Parce que finalement, plus on vous apprend l'art, plus on vous apprend à faire de l'art, plus on vous apprend à composer, et plus vous suivez des règles. Et aujourd'hui, dans les règles pour la création de l'art contemporain, commencerait avec des personnes qui se diraient « Mais comment puis-je plaire à un public pour vendre ?» ou « Comment puis-je plaire ?» La question de la photo brute, c'est de ne pas avoir justement à plaire. Et quand j'ai entendu le sujet, j'ai repensé au fait que j'ai travaillé dans un hôpital médico-psychiatrique et qu'on avait donné des polaroïdes aux personnes qui participaient au projet. J'ai vu des photographies extraordinaires de brutalité parce qu'elles n'étaient pas composées et parce qu'elles n'étaient pas... vous vous souvenez hier, si vous avez vu l'exposition Une journée dans la vie de Kandinsky, vous avez une œuvre qui était mise à l'envers. Pensez aux premiers appareils photographiques, et les premiers appareils photographiques, vous ne voyez pas automatiquement dans le verre dépoli l'objet que vous photographiez dans le bon endroit, vous le voyez à l'envers. Et donc, d'une certaine manière, il y avait dans ce rapport à la composition quelque chose de parfois beaucoup plus franc, parce que la composition était à l'envers et c'était un rapport à la composition et au cadrage qui était différent. Ici, ces 3 étudiantes, il y a Justine, Camille et Maxime, pendant plusieurs semaines, ils se sont fait un atelier dans une salle. Toute l'année, on était en chantier, donc ce qui n'a pas aidé les choses. Et ils avaient carrément volé les tableaux dans les classes, et ils avaient rempli les tableaux de pensées. Et crac, une idée, un schéma, une idée. C'est mal représenté, mais ce que vous avez sur la partie gauche ici, c'est 3 des tableaux qui étaient couverts d'idées, de mots-clés, etc. En fait, il y a en particulier Camille qui ne pouvait penser la question de la brutalité sans se dire qu'il fallait épuiser intellectuellement ce concept et qu'il fallait être à 3 à tenter d'épuiser ce concept, et ils sont arrivés au final à poser la question de l'extra-esthétisme.
C'est-à-dire que pour eux, la brutalité, c'était sortir de l'esthétique. Et puis l'esthète, c'est celui qui prône le beau, et qu'il fallait sortir du beau pour comprendre le brut. Et ils ont inventé cette question de l'extra-esthétisme. Ça fait penser un peu à Hegel qui parle du néant et qui dit que quand on dit que le néant est et qu'on lui donne un nom, il existe encore, alors que c'est le néant. Vous voyez, il y a quelque chose dans leur travail. Et leur tableau couvert de notes, finalement, ont fait œuvre. Je ne sais pas si j'ai une image, non. Et c'est devenu une vidéo où finalement chacun, Justine, Camille et Maxime, effacent leur tableau et leurs notes pour avoir une photographie que vous trouvez ici à droite, qui sont 3 tableaux vides. Mais ce qui compte en fait dans la recherche, c'est pas de trouver une réponse, c'est de chercher. En fait, la quête est essentielle. Et peut-être que c'est ça leur réponse. Excuse-moi. Oui, d'après ce que vous décrivez, d'après ce qu'on peut voir également, d'après cette volonté d'épuiser le sujet de la brutalité pour un peu le presser comme on presserait des grains de raisin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à en tirer, il y a également une sorte de brutalité envers son propre esprit. Parce qu'en épuisant le sujet, on s'épuise soi-même au fur et à mesure, parce qu'on essaie de tout donner, on essaie de tout chercher, toutes les possibilités. Et dans ce processus créatif, il y a évidemment la brutalité envers le sujet même qui a été donné, vu qu'on l'exploite jusqu'à son apogée, jusqu'à ce qu'il, comme vous l'avez dit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à en tirer. Mais ça doit être un processus de réflexion extrêmement dur, extrêmement brut pour soi-même également. Donc il y a, selon moi, je pense, une forme de double brutalité par le processus de réflexion qui a été mené et par ses effets sur les étudiants eux-mêmes. Je vous montre 3 images. La brutalité s'impose à l'idiotie et devient le moyen d'expression du corps. C'est ce qu'ont mis les 2 étudiantes, donc Angélique et Valentine. Et vous avez une réponse brute ici. En fait, c'était une photographie. Je donne un coup de poing à la Joconde. C'est brut, c'est brutal. Et finalement, moi, ça m'avait fait penser au futurisme italien et à Giacomo Balla. En fait, simplement, je froisse un journal et je bouge un corps. Et vous avez 3 images. Ces 3 images, elles sont... finalement, c'était une réponse simple. Il a fallu simplement trouver le support, la grandeur, et avoir un tirage qui soit... D'accord. C'est moi. Oh non, hein, si ça commence à faire... Quand ça commence à faire du... un mauvais... Ah oui, donc... Bon, hop. Il nous reste combien de temps, Serge? Comment? Ah ouais, j'en suis simplement qu'à... Je vous montre très rapidement. Voici 2 travaux qui s'appellent Narcisse Méduse. Vous avez envie de vous voir, mais en même temps, vous êtes médusé. Vous êtes... Il y a un travail de cyanotypie, un travail qui au départ était de sténopée sur la gauche et sur la droite un travail de cyanotype, où on se retrouve un peu chez Bertillon avec cette méthode de classification des visages ou de classification de l'humain, en étudiant les oreilles, les nez, les yeux. En tout cas, il y a eu l'emploi de cyanotypie dans le travail de certains groupes qui ont fait qu'on est moins dans quelque chose de brut, mais justement ça atténue. Et ici, la cyanotypie est un petit peu aide à avoir une chose qui pourrait être très
liées au travail de Bertillon, au travail de police et au travail de classification, qui atténue un petit peu ça, mais qui, en l'atténuant, lui donne un peu un sens un peu contemporain. Là, j'ai de très mauvaises images pour le travail d'Orlan et de Léa, où ils ont employé des images qu'elles ont trouvées dans le caddie, ils ont scanné ces images et ont retravaillé ça en enlevant des visages, en enlevant des mains. Et ici, vous avez, je ne sais pas si on peut faire un agrandissement, vous voyez, vous n'avez plus la tête du personnage, vous n'avez plus les bras, et vous avez les ombres. Donc en fait, c'est... Ça va ? Ici, vous avez un portrait de groupe où vous n'avez plus... Alors, toute la photographie de studio se construit sur quelque chose de social, avec les meubles, les ustensiles, le fait qu'on arrive endimanché. Et en fait, dès lors qu'on garde que les costumes et que on a quelque chose qui rend un peu ça, on parlait tout à l'heure de métaphysique, il y a ce manque et qu'il y a l'absence qui révèle les choses. Et c'est dommage, il y a les reflets, quand j'ai pris ça quand il y a eu la présentation, les ombres, un petit peu comme dans les tableaux de Chirico, enfin les ombres métaphysiques de ces tableaux des années 1915, là, 16, vous avez l'ombre de quelque chose d'immatériel, enfin qui est absent. C'est d'autant plus présent ici. Ici, un vrai travail de peinture et de photographie avec Riab et Kenza qui ont... Alors, Kenza a utilisé la photographie, elle a fait des photos, et Riab a utilisé la peinture. Et en fait, ils ont collé leur photographie sur des rondins de bois, ils ont peint. La photographie, elle est noyée dans de la résine. Donc vous êtes dans quelque chose, vous avez une épaisseur, vous êtes dans la peinture, dans la photographie. Il y a quelque chose d'assez plasticien. Et en même temps, d'assez parfois tragique, parce que il y a cette volonté plasticienne de développer un rapport au visage, au portrait, au corps, à la peinture, de mélanger les techniques, et en même temps de travailler avec des voiles et des choses comme ça qui paraissent être un peu plus profonds, ontologiques, politiques, et en fait, c'est une très belle collaboration. Ici, vous avez avec Alicia et Danae, traces précaires, ce sont des transferts photographiques sur matériaux de chantier, de construction. Je vais passer un peu vite parce qu'on a encore 2 classes à montrer. Vous avez des transferts photographiques donc sur des éléments de chantier, des morceaux de plâtre. J'avance un petit peu pour que vous voyez, vous appelez ça photo brute, on est sur un chantier, c'est une installation, c'est pas une installation, est-ce qu'on est dans un chantier, est-ce que c'est des photographies du chantier qui était à côté, puisqu'on était dans une université qui est toujours en chantier depuis 1 an et demi, et elles ont travaillé avec cette question du transfert, et d'arriver à faire une installation et à être dans un juste équilibre, ce qu'est de la sculpture, ce qu'est de la photographie, ce qu'est quelque chose de précaire. Et voilà, c'est une assez bonne réponse. Les deux Emma et Emma, l'observateur observé, ils ont travaillé en couture, en allant photographier les yeux, les bouches de leurs camarades et en constituant une cape. Et cette cape qui est devenue quelque chose d'installé, des impressions sur tissu, ont fait l'objet d'une pause, et ça s'appelle l'observateur observé. On se rend compte que Emma est dans son appartement d'étudiante, son studio d'étudiant, et que finalement elle a des voisins, qu'elle a des observateurs, et que finalement elle pose
pour son observateur par la fenêtre. Alors la photographie qui est une fenêtre, vous photographiez quelqu'un de dos où il y a des yeux sur cet élément de mode, et elle regarde par la fenêtre, il y a un cadrage, dans un cadrage, vous voyez, c'est un peu la mise en abîme, et puis l'observateur observé, voilà, c'est le titre qu'elles ont choisi. Mais en tout cas, l'installation, c'est avant tout avec la cape. Tu n'hésites pas. Hein. Valentine et Liloy, c'est dommage parce qu'ils ont travaillé c'est un jeune couple, et j'ai été ravi parce que en tant qu'enseignant, je suis tellement difficile à vouloir absolument des rendus, du travail. Et en fait, à la fin de l'année, des personnes qui s'étaient posées beaucoup de questions ont finalement rendu des choses. Là, j'ai pas les photos, hein, mais il y a un travail en dessin qui ressemble à ceci, mais au fusain. Et la délicatesse du fusain était quelque chose accroché au mur où j'étais ravi de pouvoir me taire, de ne rien avoir à dire, parce que ce qui était accroché, c'était non seulement élégant, précis, sans faute et professionnellement accroché de manière impeccable. Et donc j'étais vers les étudiants en leur disant « Je suis ravi, après vous avoir tellement ennuyé, d'avoir quelque chose d'irréprochable, et je n'ai qu'une chose, c'est me taire. » Et ici, donc, vous avez, là c'est en photographie, ce rapport à la brutalité du fait que le scanner, la photocopieuse, serait un élément qui rendrait la réalité brute. Et c'est vrai que si on met son visage sur une photocopieuse, et encore plus si on ouvre les yeux pour se faire des portraits avec les yeux ouverts sur une photocopieuse, ceci donne quelque chose d'assez monstrueux, un peu comme dans un bocal ça ressemble un petit peu aux travaux, enfin au thème exploité par Bailly Maître Grand, là, avec ses daguerreotypes. Je passe encore à un autre travail que tu m'as dit apprécier beaucoup, Lucas. Madi et Maïna ont travaillé, et c'était très beau à présenter leur travail. C'est qu'elles disent, vous voyez, vous avez un souvenir. Imaginons, vous avez un souvenir, vous avez mangé avec quelqu'un un jour, il y a 10 ans. Et moi, je me rappelle même pas la personne avec qui j'ai mangé, mais je me rappelle de la table. Je me rappelle pas du contexte du restaurant dans lequel j'ai mangé. Mais je me rappelle précisément de cette table avec ce motif uni sur la nappe. Et donc, il recontextualise la photographie, il démonte la photographie en la lacérant, en la découpant, et en ne gardant qu'un élément qui est très net, parce que dans leur souvenir brut, il n'y a qu'une seule chose qui semble très précis. Et c'est vrai que si on pense à nos souvenirs ou à des souvenirs particuliers qu'on a de telle ou telle personne, on se rappelle de choses particulières. Alors, vous nous avez parlé hier de Proust, c'est que des petites choses comme celle-ci. Et en fait, là, vous avez quelque chose de plastiquement qui non seulement est assez parfait, alors ça pèse, vous voyez, les étudiantes ont mis 88 sur 71 cm, 10 kg,6, enfin 10 kg 600 grammes, ça c'est pour Serge, pour qu'il sache combien ça va peser à l'arrivée. Vous avez un travail vraiment un travail de maquette, et qui est finalement accompagné par un poème que je n'ai pas le temps de vous lire, mais qui vous parle justement du souvenir. Et vous avez une piste sur la photo brute, quelque chose d'assez intéressant sur ce qu'est ce qu'on garde de vrai dans un souvenir. Je suis désolé, je ne vous le laisse pas lire entièrement. Je vous montre vite. Alicia et Alison ont fait une étude de chaussures. Je me suis dit, bon, ça c'est pour l'Italie. Tu sais, les Italiens adorent les chaussures. Et alors ils ont fait une enquête sur les enfants, à photographier toutes les chaussures d'un quartier, d'amis, les sports, les étudiants en art, pour sortir la nuit, et les personnes de plus de 50 ans.
On va passer au Master 1. Donc c'est la classe de Luca. Est-ce que tu veux... Alors, Monsieur Devigne est beaucoup plus fort que moi pour présenter la théorie qu'il y a autour des travaux présentés. Cependant, ce que je peux apporter en supplément des informations très intéressantes que Monsieur Devigne va nous fournir, c'est le ressenti de chaque élève au moment où il a élaboré son travail. Et je pense que c'est assez intéressant à entendre également parce que ça replace le contexte de création de chaque travaux et puis ça permet d'ouvrir quelques pistes également de réflexion supplémentaires. Oui, comme je disais, en supplément de la théorie esthétique pure et dure. Très rapidement, ici, vous avez Salomé qui sera l'année prochaine ici. C'est une mauvaise photographie, mais l'intérêt, c'était d'avoir une image de l'installation. Et bien sûr, dans un sujet comme Photo Brut, il faut imaginer que la photographie, ce n'est pas automatiquement une photographie faite avec un appareil photo, mais qu'aujourd'hui, un téléphone, tout le monde peut utiliser le téléphone comme appareil photo, et que de toute façon, quand on voit l'avancée des technologies, l'appareil photo sur un téléphone va entrer comme principe de création. Ce n'est pas automatiquement de la photographie amateur, ou en tout cas, ça fait partie de la force des choses qu'on ait des productions plastiques qui soient faites à l'aide d'appareils, de téléphones portables. Ici, ce qui est intéressant avec Salomé, c'est qu'elle est partie du principe que sa photo brute, ce sont des instants de vidéo qui sont des instants intimistes, des petites choses. Fumer une cigarette, taper sur un ballon, zapper à la télévision, parler entre amis, caresser un chat, fumer. Et que chaque morceau est gardé sur 2 ou 3 secondes, mais chaque morceau est gardé au moment où il y a une erreur, c'est-à-dire que vous voyez une image, et c'est comme quand vous avez une visioconférence, il y a l'image qui fait screech, enfin c'est un glitch, c'est une erreur, et qu'en fait, elle conserve les erreurs, elle collecte les erreurs, et elle les met ensemble. C'est cette, association, cet assemblage qui fait que, finalement, quand on regarde ceci, on se dit, oui, ce sont de nouvelles images, mais finalement, on est touché parce que est-ce que j'aurais gardé cette personne en train de fumer? Est-ce que j'aurais gardé cette personne? Et on se rend compte que tous ces moments qui sont conservés, qui sont assemblés, ce sont des moments qui sont intimes et que tous ces moments intimes, on les partage avec d'autres. Et que finalement, il y a quelque chose d'universel dans ces... il nous reste combien de temps? Il faut que tu y ailles avant. En fait, cette association de différentes images de 2 ou 3 secondes à chaque fois, eh bien, elle a conservé les sons. Ce son forme un brouhaha. On entend... Et on écoute ces sons et on se rend compte que ce brouhaha et que ces associations de sons forment, au bout de quelques instants, une musicalité qui est très intéressante. Comme si, au lieu d'aller que ordo ab chaos, que l'ordre surgisse du désordre, eh bien, le désordre en soi soit un ordre. Et c'est ce que sa vidéo donne à comprendre. Bon, on avance. C'est Nina, elle a fait un truc assez étrange. Elle prend un portrait, elle le plonge dans l'eau de Javel. Alors je vous donne le truc, elle le plonge dans l'eau de Javel, le portrait flotte, se décompose, et ça donne un ectoplasme. Alors c'est une mauvaise photographie, mais en tout cas, ce ne sont que des portraits qu'elle a déformés dans l'eau de Javel, et elle a réinventé
ces portraits sur une bande des années 1920. Donc vous avez une bande de cinéma des années 1920, elle a réimprimé dessus. Donc vous avez un support ancien avec des nouvelles épreuves. Et là, à côté, les ectoplasmes, enfin ce qu'elle appelle des ectoplasmes, qui sont tirés sur du papier ancien des années 40, mais qui n'est pas fixé. Donc vous avez ces images, vous pouvez les voir aujourd'hui, mais quand ils seront à Sénégalia l'année prochaine, ils seront peut-être tout noirs, ou ils seront peut-être complètement effacés. Pour l'instant, ils commencent à être rouges, rouges. Très rapidement, flashback. Tu me coupes, hein, mais Serge va nous dire on sort. Comme Antonin Artaud qui rentre dans le théâtre et qui dit au feu, tout le monde y croit, tout le monde sort. Il dit ça, c'est le théâtre. Ce qu'on peut dire sur le travail de... Là, c'est Oran, hein, c'est ça, monsieur? Oui. Sur le travail d'Oran, c'est que Oran, c'est quelqu'un qui s'intéresse de base à la photographie ancienne. Et elle s'est intéressée à un moment à une production de faux, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et ce qu'elle faisait au tout début de ses expérimentations, c'est qu'elle prenait ses photos anciennes, elle les scannait. Et ensuite, à l'aide de logiciels de retouche, sans doute Photoshop, elle intégrait sur les coiffes de ces jeunes femmes des sacs en plastique, des sachets plastiques qu'elle intégrait par Photoshop. Et ensuite, elle réimprimait ces tirages. Donc c'était des tirages d'après photographie ancienne, mais sur papier nouveau, sur papier glacé moderne, pardon. Sauf qu'elle a changé son fusil d'épaule. Elle a gardé les photos originales et elle a calibré son imprimante pour pouvoir imprimer l'ombre de ces sachets plastiques, comme pour évoquer une sorte de disparition du voile, du plastique. Enfin, il y a tout un mélange. Il y a une question d'écologie qui pourrait rentrer en compte. Non, il y en a d'autres à regarder, mais comment? Non, il y a ces 3 ou 4 là. J'ai pas tout mis. Hein. Il faut garder des. En fait, vous imaginez bien que quand on vous dit sachet plastique, tout de suite vous pensez écologie. Vous avez bien raison. Mais en fait, quand vous avez ici un sachet plastique, normalement, avant, quand on avait des photographies ou quand vous avez des portraits de femmes, vous avez des portraits de femmes et tout dépend des régions. Mais en tout cas, la coiffe en elle-même était quelque chose de traditionnel, était quelque chose qui vous permettait d'identifier une région, parce que la coiffe était quelque chose de très important. Et donc, d'une certaine manière, vous avez quelque chose qui est encore traditionnel, mais qui est traditionnel, qui vous emmène dans le traditionnel avec quelque chose de contemporain. Je dois arrêter, continuer. Ok, j'anime les images, ok. Très bien. Et c'est vrai qu'en fait, elle a essayé de faire des faux, et finalement, elle a gardé les épreuves anciennes. Vous avez un travail de Corentin ici qui a travaillé vraiment de manière brutale, parce que la peinture, déjà, c'était difficile. Et il ne voulait pas faire quelque chose de... Il est resté très brut. Et en même temps, il a appris à coudre. Donc là, ça a été une grande... c'est le début de son travail. Ça a été une grande découverte pour lui de faire de la couture. Et donc, il s'est fait aider par Maël. Par Maël, oui. Camille, Camille, c'est un travail très intéressant parce que, en fait, elle est passionnée par un créateur qui s'appelle Philippe Dereux. Et Philippe Dereux, c'était un enseignant, mais qui a fait des œuvres d'art, et d'art qu'on peut classer dans l'art populaire ou l'art naïf, où il utilise des pelures d'oignons ou des pelures d'orange, et il crée des sortes de collages. Et bien sûr, les choses qui sont végétales et qui vont vieillir comme des pelures de clémentine ou d'orange vont vieillir dans le temps, vont prendre une couleur particulière. Je ne sais pas si j'ai une image de ça. Comment? Oui,
Alors, je finis là-dessus, après tu parles. D'accord. D'accord. Parce que, en fait, Camille, elle a travaillé sur Philippe Dereux, sur Monsieur Dereux, et en fait, elle est passionnée par ce travail d'art populaire, mais c'est un peu... Vous savez, on parle d'art, mais faire la différence entre l'art populaire, l'art naïf et l'art brut, il y a des fois des œuvres qui nous transportent dans ces chemins sinueux où on ne sait pas si on est dans l'art populaire, dans l'art naïf ou dans l'art brut. Et en université, on n'est pas dans l'art brut, puisque de toute façon, on a appris à faire de l'art, ou on apprend à... Et elle a pris une image d'une vidéo, d'une personne qui parle de comment on plante les oignons. Et en fait, elle a repris cette image, et il y a quelque chose, c'est un peu comme un rituel. Planter les oignons ou expliquer comment on plante les oignons. Il y a quelque chose de très paysan dans ces images. Et il y a quelque chose de très rituel, de très paysan, de très traditionnel, qu'elle transforme, qu'elle développe, et elle coud des oignons dessus. C'est quelque chose en même temps de délicat, et en même temps, quand elle en parle et quand on lit sa notice, on comprend que ce soit finalement son rapport à la réalité brute, c'est un rapport à une réalité traditionnelle, à une réalité perdue, et elle ouvre des parenthèses dans cette réalité, dans ces réalités, et c'est le côté intéressant de son travail. C'est dommage que j'ai pas le temps de développer là-dessus. Allez, je te laisse maintenant le soin de développer sur Elisa. Le travail d'Elisa. Alors, ce qu'il faut savoir sur Elisa, c'est qu'elle est issue d'une formation de vidéaste et qu'elle souhaite la réintégrer par la suite. Mais en intégrant les arts curatoriaux, elle a essayé de poursuivre tout cet enseignement qu'elle a emmagasiné par sa formation en licence cinématographie. Et donc elle a été fortement influencée par toutes ces images mouvantes que sont les films. Et à travers son travail, elle a essayé de reproduire ce que serait la vision d'une personne ivre lors d'une soirée entre amis. Donc ce sont des vestiges, en quelque sorte, on pourrait les considérer presque comme des fragments de mémoire d'une personne enivrée. Et en se focalisant sur certains objets, sur certains détails que la personne pourrait voir dans la pièce, enfin entrevoir dans le cas précis. Et elle a travaillé sur le flou et elle a joué sur la luminosité de chaque image pour essayer de reproduire le plus fidèlement possible ce qu'elle a sans doute pu expérimenter. Je ne sais pas si elle a eu l'occasion d'expérimenter, je ne lui ai pas demandé si elle a déjà été ivre dans sa vie, mais en tout cas, c'est sur cette thématique qu'elle a souhaité travailler. Et ce travail reprend la brutalité de cet après, de cette après-soirée, de cette après-ivresse qui vous revient en pleine figure et qui est difficile à encaisser. Et elle l'a cristallisé sous la forme de 3 images jouant sur ces retouches. J'avance. Allez-y, je vous en prie. Le travail de Margot, alors en l'occurrence Margot Dropsy, parce qu'il y a 2 Margot, a cherché, s'est intéressée au sosie, mais à travers différentes époques. C'est-à-dire qu'elle rapprochait des personnes qui se ressemblaient, par exemple dans des tableaux anciens, avec des personnes qui nous sont contemporaines. En l'occurrence, voilà, donc on a sur la droite un portrait de Vladimir Poutine, alors qu'il était vraisemblablement étudiant, avec l'acteur dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. Maman, j'ai raté l'avion. Oui, dans Maman, j'ai raté l'avion. Elle les a rapprochés. Et elle travaillait sur ces similitudes. Il faut également savoir que Margot, son domaine de prédilection, c'est le dessin. Et le dessin de minutie, c'est-à-dire qu'elle passe des heures à dessiner un portrait pour qu'il soit le plus ressemblant possible, pour qu'il puisse se substituer à la photo en lui-même. Et en l'occurrence, elle a choisi de retravailler ces images en employant le stylo bic, qui est un outil graphique assez agressif en soi, car c'est quelque chose qui va heurter le papier plus que n'importe quel autre médium, il me semble. Et il y a un effort, en fait, une sorte de tension entre cette volonté
de reproduire ces portraits d'une minutie extrême avec l'outil qu'elle utilise, qui est lui-même destructeur, un faux mouvement, et voilà, ça bave, et le travail est réduit en cendres, et il faut recommencer depuis le début. C'est sous cette forme que je vois la brutalité du travail de Margot. Je ne sais pas si... Il y a, tout à l'heure, on parlait du travail d'appropriation. Il y a toujours eu une certaine forme d'appropriation. La question même du rapport entre la photographie et la peinture sont des rapports d'appropriation. Que la photographie, le pictorialisme, copie la peinture et devienne une forme d'art pictural par la photographie. En fait, avec Margot, elle dessine d'après photo, elle s'approprie les photographies et elle arrive à faire un petit peu comme les hyper réalistes qui voulaient faire mieux que l'appareil photographique avec l'aide de la main. Eh bien, Margot, elle va copier une photographie, enfin une fresque, elle va copier une fresque, elle va mélanger, elle va copier une fresque par le biais avec le crayon, avec le bic, et elle va le refotographier. Donc vous aurez une photographie d'un dessin et d'après une fresque. Mais en même temps, alors vous avez une photographie d'un dessin qui représente une fresque, de quelqu'un qui est un cardinal dans la remise des décrétales du pape Grégoire IX, donc c'est une peinture de Raphaël, qui ressemble à Sylvester Stallone. Et donc on vous passe d'un côté à un autre, et tout à l'heure Poutine avec Maman j'ai raté l'avion, elle a fait ce travail bien avant qui est la guerre en Ukraine. Et donc vous avez dans ce travail une relation qui vous pose la question de qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire, ou est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, et vous êtes un peu perdu dans ce rapport de Maman j'ai raté l'avion. Quand elle m'a parlé de Poutine, je voyais Poutine. Et aujourd'hui, la question de dessiner, la question du dessin, la question du médium, d'ailleurs quand on a parlé d'imitation, ou toute la question des techniques de reproductibilité pose cette question d'imiter. Et l'héliogravure, les différentes techniques de reproductibilité ont copié et ont traduit. Donc ce dont on parlait tout à l'heure, il aurait peut-être été intéressant d'ajouter la technique. Émilie, je te laisse... Oui, alors ce qu'a fait Émilie lors de cette année universitaire, c'est qu'elle a également travaillé sur les photos tirées du caddie de Monsieur Devigne. Elle a sélectionné des photographies de tirage ancien, et elle a travaillé sur la brutalité du médium également, c'est-à-dire qu'elle voulait altérer ces photographies par différents moyens. En l'occurrence, elle s'est beaucoup attardée sur l'usage de la flamme sur ces photographies et sur la fumée du monoxyde de carbone que pouvait produire une flamme mise à proximité d'un tirage ancien. Une fois que ces photos étaient noircies par la fumée du briquet, elle retravaillait par la suite à l'aide de différents éléments pour essayer de refaire sortir certaines zones de chaque photographie afin de les mettre en valeur et de créer un contraste avec ce qui était caché. Par exemple, on peut le voir notamment dans la photo du milieu, avec cette zone noircie qui a été laissée presque au centre de l'image, tout en élaguant la zone. Tout en élaguant les zones périphériques. Encore deux. Alors encore 2 minutes. On n'a même pas vu la classe On fait les filles, oui, allez. Attends, je regarde vite fait ce qu'il y a, ce qui reste dans cette classe. Ah, c'est dommage, il y avait Adeline, Maëlle. Bon, ben on va en Master 2, allez. Avec Margot, ici présente, qui est là-bas. Margot qui est ici.
et qui fait du dessin elle-même aussi d'après photographie. Et elle a fait une photographie de sa sœur, qui est floue. Alors, elle a pris un instant que je montre. Ben oui, mais j'ai 2 minutes et je monte 3 photos, donc il faut quand même que je mette 30 secondes par. La question de la photographie, la question du dessin, la question de travailler avec des crayons bic et de travailler, c'est un peu comme quelqu'un de bouddhiste qui ferait des mandalas, vous voyez, qui toujours la même manière d'appuyer sur le crayon bic, toujours la même abnégation, qui fait que quand vous dessinez, eh bien, si vous appuyez trop à un certain moment, vous brisez votre dessin ou alors vous devenez trop expressionniste. Eh bien, dans le travail de Margot, il y a cette volonté toujours d'appuyer de la même manière et d'arriver à maîtriser toutes ces couleurs, les bleus, les jaunes, les roses, et d'arriver à copier finalement une image qui n'était pas terrible et qui est devenue intéressante parce que c'est devenu un dessin. Cette photographie, elle est devenue... Alors, c'était ça son côté brut, c'est de copier une image totalement inintéressante au départ ou alors qui était loupée. Et d'arriver à copier quelque chose de finalement de brutal et d'en faire quelque chose qui finalement devient quelque chose de grand et qui pose la question, vous savez, quand vous faites un dessin de ce format-là, ça vous prend des heures. Et la question de quand vous créez, même quand peindre ou dessiner, vous pouvez passer des heures à faire quelque chose et en fait, quand vous créez ou quand vous passez des heures à faire ceci, vous méditez. Et ce que vous représentez, qui finalement est une image, est un portrait, il n'est plus un portrait puisque quand vous faites des petits coups de crayon bic comme ceci, c'est une totale abstraction. Et ça pose cette question de ce que vous voyez, c'est figuratif, mais finalement, ce qui a procédé à la création de ce dessin, de cette totalité qu'est le portrait, ce n'est qu'une succession de petits coups de crayon qui sont complètement abstraits. Donc il reste 2 minutes encore, non? Qu'est-ce qu'on peut choisir un dernier? Ah ouais. Voilà, je te donne le contrôle des images. Voilà, alors ici, ça c'est le travail de Benck. Théo, son rapport à la photographie brute, c'est un peu le rapport à l'alchimiste. C'est-à-dire que la photographie, ce n'est jamais qu'un rapport d'un élément qui va être chimique et qui va avoir une réaction par rapport à la lumière. Et la question, c'est d'arriver à stopper cette réaction. Ici, vous avez une sorte de panorama photographique avec de la couture et avec un travail très, très lent et très minutieux de travail d'éléments de textile rajoutés sur les photographies. Ici, dans le travail de Ziane, c'est une vidéo où elle a mis, comme des dominos, des photographies qu'elle a retouchées. Et quand vous voyez la peinture chinoise, des fois vous voyez des peintures chinoises avec des grandes bouches, des grands portraits, avec toujours des sourires. Et quand on voit son travail, avec ces dominos qui tombent et ces portraits, alors est-ce qu'on voit les portraits? Est-ce que j'en ai mis? Voilà. Ça, ce sont des portraits qu'elle a retouchés et tous les personnages et tous les enfants chinois, elle les a retravaillés en ajoutant des grandes bouches et des sourires, comme si tout était beau et tout était merveilleux. C'est un peu forcé et c'est ça qui commence à poser question dans son travail. Ça, c'est un travail que j'ai trouvé vraiment très très beau, le travail de Jin Ming. Elle ne savait pas comment l'installer, elle a pris des scotch de chantier et c'est du transfert photographique sur tissu, sur toile. Et ce qui est très beau, c'est comment elle en parle. Elle a travaillé ses portraits, les a
elle les a, travaillées par ordinateur. Elle a cousu des perles sur les têtes. Elle en parle, elle dit chaque perle est une âme. Et en fait, elle parle, quand elle parle de ces portraits de groupe, de sociétés secrètes. Elles disent, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelles sont ces sociétés, peut-être en faites-vous partie, on ne le sait pas, mais en tout cas, on se rend compte qu'elle nous livre des codes et que chacune de ces perles qu'elle a cousues, eh bien, souvent, elles répondent à un code particulier qui est du morse et qui vous permet de comprendre le sens de l'image. Et on va terminer avec cette dernière œuvre de Marion, qui a choisi de travailler avec un scanner. Elle a pris une photo, elle a fait scanner son image, elle a bougé comme ça la photo, et elle l'a reproduite à la peinture acrylique. Et donc, vous avez une peinture qui a donné une série, et puis celle-ci, c'est la définitive. Voilà. Est-ce que ça te convient, Serge ?